Bonjour, nous sommes le 17 juillet 2024. Hier, on était au lancement d'une association chez Founé, les Maillons, pour tout simplement accompagner des enfants et des parents venus en Île-de-France et qui ont des difficultés à être pris en charge dans le cadre de soins, etc. Je reviendrai sur cette association. En rentrant chez nous vers 20h30, j'étais avec notre ami Marem, qui était venu de très loin avec sa fille Rokhaya, et notre ami psychologue antillais Phoenix. Nous rencontrons une dame avec 4 enfants, un sur le dos, et un dans une poussette et 2 autres, voilà. Ils avaient entre 1 an et 7 ans. Je vois la dame avec une sacoche ouverte et c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de pickpockets. Et je lui dis, attention madame, votre sacoche est ouverte. Elle répond, c'est des papiers. Je lui dis, certes, mais la chose n'a de valeur que perdue. Elle a fermé sa sacoche. Puis elle prend le tram comme nous. Au bout d'un petit moment, les bruits commencent. Je reprendrai. Ces bouteilles d'eau sont tout ce qu'il reste de ces 19 jours de campement. Ce mardi, 226 personnes, majoritairement originaires de l'Afrique de l'Ouest, ont été mises à l'abri. Une victoire en demi-teinte pour l'association Utopia 56. Dans un premier temps, c'est un soulagement parce que ces personnes... Là, c'est ici, on dort maintenant là. Un enfant, lui il s'appelle Lai. Il a 2 ans. Il est né en Normandie. Et l'autre, elle est là. C'est une petite fille. Elle a 3 mois. Elle s'appelle Aja Kaliatou. Elle est née. Là, c'est ici, on dort maintenant là. Un enfant. Lui, il s'appelle Lai. Il a 2 ans. Il est né en Normandie. Et l'autre, elle est là. C'est une petite fille. Elle a 3 mois. Elle s'appelle Aja Kadiatou. Elle est née à Paris ici, dans les 93. Mais depuis que ma femme elle a accouché, nous on fait qu'elle dormit seulement au dehors. Tout le temps il pleure la nuit, surtout la petite. Elle n'arrive pas à dormir s'il fait froid. Elle pleure jusqu'à fatiguer. Laï Kadiatou, mais aussi Fatimata, 6 ans, ou bien Maria, 8 mois. Ces enfants dorment devant l'hôtel de ville de Paris, avec leurs parents, sous des bâches. Mais pourquoi? On est arrivé depuis le 1er novembre 2022, en France ici. On est avec 115. On nous loge 2 semaines. On peut faire 1 mois au dehors. On les appelle, on dit il n'y a pas de place. Avec les enfants, ma fille elle va à l'école. Vous voyez, avec la pluie là, c'est pas facile. On est toutes mouillées, Voilà, la petite est dehors, on n'est pas là à l'école aujourd'hui. La directrice m'a appelé pour me demander pourquoi la petite n'est pas là à l'école aujourd'hui. Je dis, ah madame, on est au dehors, on est dans la rue, on n'a pas un endroit où aller. Elle m'a dit, elle a mon soutien, si on a un petit souci, il faut que je l'appelle pour lui partager mes soucis. On n'a plus de tente, on n'a plus de matériel, on a tout distribué, on s'est tout fait détruire. Donc du coup, maintenant, Mise à l'abri, une victoire en demi-teinte pour l'association Utopia 56. Dans un premier temps, c'est un soulagement parce que ces personnes, des femmes enceintes, des enfants, étaient présentes nuit et jour depuis 19 jours maintenant. Et on sait très bien qu'il y a des nouvelles personnes, malheureusement, qui vont revenir ce soir parce qu'elles auront été remises à la rue ou qu'elles viennent d'arriver en France. Et pour cause, plusieurs personnes n'ont pas pu être prises en charge lors de l'opération. C'est le cas de cette mère de famille. Malheureusement, par manque de chance, ce matin, je suis allée me doucher dans un centre d'accueil. Parce que 6 jours, je n'ai pas pris de douche. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'on a pris tous les familles ici. On est 3, on est restés ici, ça nous prend.
Ce lundi, la mairie de Paris avait réclamé une opération de mise à l'abri. Une demande à laquelle ont répondu la préfecture de région et la préfecture de police. Les moyens de l'État alloués à l'hébergement d'urgence sont restreints en ce moment. On nous a annoncé 15% de baisse du budget de l'hébergement d'urgence sur Paris, ce qui a des effets immédiats et concrets. On les voit tout de suite. On en appelle à la responsabilité de l'État pour qu'ils mettent les moyens dans l'hébergement d'urgence, dans l'accompagnement social et dans l'insertion. Et c'est ça qui fera que demain, on ne pourra pas revoir de telles situations inacceptables. C'est la 24e évacuation recensée par les autorités depuis le début de l'année dans notre région. Au total, près de 3800 personnes ont été mises à l'abri depuis cette date. Alors voilà, je voulais vous montrer ces images-là pour tout simplement parler de la difficulté de certaines familles en France. Ce que nous avons vu hier avec mes amis, mes 3 amis dans le tram, je vais vous l'expliquer. Donc, cette dame était assise dans le tram, sur les bancs, hein, au milieu, un enfant dans la poussette, un dans son dos et les 2 autres. Le répit a duré 1 minute et au bout de 1 minute, un des enfants, comme il y avait de l'espace, il se jette par terre, il se roule par terre, il crie, il joue, il saute comme un petit singe. Alors tout le monde le regarde, les autres enfants qui étaient bien tenus, le noir et blanc, hein, le regardent parce qu'eux, on leur demande de bien se tenir. Mais on voit un enfant qui se roule par terre. Et la maman, énervée, voyant que tout le monde les regarde, se lève. Mais la première chose que j'ai faite, c'est de lui dire « ne tape pas, hein, ne tape pas ». Tu lui parles. Mais en réalité, comment parler à un enfant si la maman n'est pas bien du tout, si elle n'a pas l'habitude? C'est pas parce qu'on a vu les gens qu'on va essayer d'éduquer un enfant. Mais bref, la situation est plus complexe que cela. Au bout d'un moment, je dis à l'enfant, lève-toi, c'est sale par terre. Il regarde par terre, il me regarde, il continue à se rouler. La maman vient le prendre, le met sur le banc, il pleure un peu, il fait du cinéma, quoi, voilà. Et il continue. Et je vous assure, tout le tram s'est retourné pour regarder cette famille. C'était pas une famille ordinaire, c'était une famille particulière, il faut dire la vérité. Et ce qui arrive, c'est que ce sont des gens qui sont dans la grande précarité. Ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ce sont des gens qui n'ont pas de logement. Ce sont des gens qui sont ballottés par le 115. Aujourd'hui dans tel hôtel, demain dans un autre. Ils se réveillent à 6 heures du matin parce qu'il faut libérer les lieux et ils se trimballent avec les enfants. Si vous allez à l'hôtel de ville, vous allez voir beaucoup de familles en plein air, avec les matelas, etc., etc. Et les enfants se baladent au milieu des touristes, etc. Et c'est là qu'il y a le danger parce que ce qu'on appelle les mains sales, ce qu'on appelle les pédophiles, ils profitent de ces situations-là, les voyeurs, etc., etc. Donc c'est en plein air. Je le dis tout simplement pour alerter, pour que les gens se rendent compte que ce n'est pas si simple à l'étranger, en France, etc. Et beaucoup de parents le regrettent. Ce n'est pas ça l'objet du propos. L'objet du propos, c'est cette famille-là, cette maman monoparentale, seule, elle devait avoir entre 30 et 40 ans, je crois. Elle est jeune, jolie du reste. Très poli parce que j'ai pu échanger rapidement avec pour la sacoche, etc. Voilà. Et de quoi il s'agit? Il s'agit... cette femme-là, forcément, a un problème de santé mentale. Comment une maman qui est irresponsable, une maman qui n'est pas stable, peut s'occuper de 4 enfants? J'en profite pour dire qu'on peut écarter ses jambes sans faire d'enfants. Il y a les préservatifs, il y a les pilules, etc. Mais encore ça aussi, c'est le problème de la précarité, de l'ignorance et de la souffrance. Il y a des hommes qui vont profiter de ces femmes-là et leur font des enfants. 4 enfants, dans des situations comme ça, excusez-moi, c'est un peu abusé, c'est trop. Et ce sont des enfants qui vont être récupérés par l'assistance sociale, publique, etc. Bref, et quand j'ai discuté avec la jeune fille Rokhaya qui me disait en France, il y a un gros problème parce qu'on ne prend pas en compte le problème de la santé mentale. Et je lui dis si, mais c'est vrai que ce n'est pas si connu. Il m'a dit aux États-Unis, les gens affrontent les difficultés, leur passé, leur héritage, et ils font face. Et c'est en faisant face, mais effectivement, qu'ils arrivent à dominer leurs problèmes, à comprendre leurs problèmes
et le dominer. Et ça, c'est extrêmement important. Je lui dis, oui, le face-à-face avec les obstacles permet effectivement de les regarder, de les comprendre, de les dépasser, de les intégrer et de les dépasser. Mais c'est vrai qu'il y a des tabous en France, etc. On voit les gens, on dit, bah oui, ils sont précaires, mais il y a beaucoup de souffrance. Et cette souffrance-là vous conduit vers une instabilité mentale, une incapacité à assurer votre responsabilité parentale. Et c'est ce qui est arrivé à cette dame-là. Mon ami psychologue Phoenix disait, mais pape, aux Antilles, ce gamin-là serait resté tranquille, parce qu'en une seconde, il aurait eu 4 coups, soit de cravache ou des trucs comme ça, parce que les parents n'aiment pas ça du tout. Il m'a dit, mais... Alors je lui dis, oui, certes, moi je ne suis pas pour la violence et pour les cravaches, je le comprends, mais ça c'était un autre contexte. Maintenant, dans l'éducation, on a beaucoup évolué, on ne frappe pas. Avant, on frappait. Hier, en Wolof, c'est éduquer, c'est la frappe. En France, on frappait aussi. Mais maintenant, les sciences de l'éducation nous ont enseigné qu'on n'a pas besoin de frapper pour éduquer. Mais ici, il s'agit d'une famille fragile, d'une maman monoparentale, incapable de s'assumer elle-même. Comment elle peut assumer ses enfants, ses nombreux enfants, 4. Donc le contexte n'est pas pareil du tout. On va scinder les choses. Il me dit, je te comprends, je ne savais pas ça. Je lui dis, mais c'est ça le problème. Et donc cette femme-là est en souffrance, cette femme a de sérieux problèmes et il faut effectivement la récupérer, récupérer les enfants, les mettre dans des structures pour qu'on puisse les accompagner, etc. Certains, quand ils sont sans logement, etc., comme l'école est obligatoire en France jusqu'à 16 ans, ils sont inscrits dans certaines écoles. On les amène dans des écoles. Mais vous avez entendu cette maman-là qui disait que, par exemple, on les a dégagés le matin ou bien ils ne sont pas lavés pendant 5 jours. L'enfant, il pleut, l'enfant ne peut pas aller à l'école, etc. Et les enseignants, effectivement, se préoccupent des situations comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un enfant, on l'éduque. Il est certain que l'enfant roi, on connaît le problème de l'enfant roi. Après, quand il grandit, vous serez la première personne sur laquelle il va faire caca. Donc, un enfant, comme le disait Alain, on le dresse, on l'éduque, on lui montre le chemin. Mais ça, c'est dans une famille où, effectivement, il y a de la conscience, de la conséquence, il y a une stabilité. Mais là, on est face à une famille qui est complètement déséquilibrée, une famille qui est fracturée, une famille qui est en souffrance, une famille qui est en détresse, une famille qui est véritablement en précarité mentale. Et donc, ce n'est vraiment pas pareil. Et la prise en charge doit être autre. Et c'est ça, c'est pourquoi j'interpelle nos communautés africaines, mais aussi les structures d'accueil et d'hébergement, les associations qui s'occupent d'interculturalité, etc., pour alerter, informer, et dire effectivement qu'un enfant, ça coûte cher en Europe. Même en Afrique, maintenant, un enfant, ça coûte cher. Parce qu'il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut le trouver un logement. Et comment voulez-vous, vous n'avez rien, vous avez pris les pirogues, je ne connais pas la situation de cette dame, vous avez pris les pirogues, vous êtes irrégulier, les choses n'iront pas simplement, il faut le dire. Et il n'y a pas de Dieu est grand, etc. Parce qu'il y a 3000 familles qui sont dehors, qui vivent dehors. On vous le dit. Il y a des familles qui ne payent pas de loyer, on les expulse. Il y a des familles immigrées qui viennent par les pirogues et qui n'ont pas de logement, qui pensaient que dès qu'ils mettent le pied en France avec les enfants, les services sociaux vont les prendre et les mettre, leur donner tout de suite un appartement F3, F4, F5, parce que c'est des grandes familles et un enfant, c'est une chambre. Donc les F4, c'est... Excusez-moi. Les F4, c'est les appartements les plus difficiles à avoir. Les F5, c'est les plus difficiles à avoir. Le loyer, c'est entre 1000 et 1200 euros, 1300 euros. Et toi, tu n'as rien. Donc, il faut qu'on arrête effectivement avec les leurres. Avec le mensonge. Il faut dire la vérité aux gens. Faire des enfants, c'est un projet. Faire des enfants, c'est un projet. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vu, par exemple, des gens qui abusaient des femmes mendiantes, des femmes folles. Vous avez vu des femmes folles à Dakar, un peu partout en Afrique, et qui ont des enfants. Vous vous dites, ou qui sont en tas de grossesse. Vous vous dites, comment ils ont fait? Oui, mais parce que le pervers ne regarde pas ça. Le pervers, il vient satisfaire tout simplement son besoin physique. Lui aussi, le pervers est un malade quelque part. Donc,
il se met dans un coin, il fait golo-golo dans la case et le lendemain, la dame est en état de grossesse. Et comment voulez-vous effectivement que cette dame, déjà qui est malade, prenne en charge un enfant? Vous voyez, il y a toutes ces situations-là. Il est vrai que là, nous sommes à Paris. Et cette femme qui est seule avec 4 enfants, 4 petits-enfants, a du mal à contrôler, Et ça se voit en société. En société, c'est le type de femme, par exemple, vous les voyez dans un parc, elle va s'asseoir, elle va fréquenter les parcs où il y a du monde, où il y a de l'espace pour que l'enfant... Parce que l'hôtel, c'est 4 murs, hein, c'est très petit, c'est 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, ce sont des lits superposés. D'accord? Alors, donc l'enfant n'a pas d'espace pour bouger. L'enfant doit bouger. L'enfant, il est enfant. Il doit bouger. Moi, j'ai compris cet enfant-là, il avait besoin d'espace. Et quand il a vu l'espace dans le tram, mais le tram, c'est un moyen de transport, ce n'est pas la rue. Mais l'enfant n'a pas la conscience-là. Donc, il a joué. Il s'est trimballé, etc. Et comme il a l'habitude de faire ça avec sa maman, il en profite, il en abuse, etc. Comme quelqu'un me disait, un enfant qui avait une maman qui était malvoyante, s'amusait à mettre des choses devant sa maman pour que sa maman trébuche et tombe, ou bien dit, j'ai tout fini de manger alors qu'il n'a pas fini. Et cet enfant-là se moquait de sa maman qui était malvoyante. Mais ça aussi, c'est une autre configuration, peut-être que je reviendrai sur ce sujet-là. C'est mon ami psychologue qui nous expliquait ça, mais je lui dis c'est différent. C'est différent. La réalité de la santé mentale est là et il faut effectivement le comprendre. Aujourd'hui, j'entendais un médecin qui disait que nos familles, par exemple, quand quelqu'un a, comment on appelle ça, vous savez, il tombe en crise d'épilepsie, on dit que c'est le rab, c'est le guinée, etc. Non, il dit tout simplement que c'est tout simplement un dérèglement du corps et qu'il y a une médication, quand on lui donne, effectivement, ça le repose et ça le soigne. Mais on remet tout quelquefois comme dans la surenchère ou bien dans des interprétations qui ne sont pas exactes, alors qu'il faut consulter. Il faut consulter un professionnel, un médecin, un psychologue, un psychiatre pour déterminer le mal et prodiguer les soins qu'il faut. Bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas cette folie-là qui est le fruit du surnaturel, etc. Je ne parle pas de ça. Mais consulter un médecin, un psychologue, être pris en charge est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, en France, quand il y a des enfants comme ça, normalement, et des mamans, on essaye de les isoler. Donc, la maman, on va l'interner ou bien on va la mettre dans une structure, mais on va lui arracher ses enfants. On va lui arracher ses enfants pour les placer. Le conseil départemental s'occupera des enfants de 0 à 3 ans. Il y a des structures qui vont s'occuper des enfants mineurs. Il y a des structures. Hein, il y a l'ASE, il y a l'AGE, il y a différentes structures qui prennent en charge. Mais pour autant, il faut voir les enfants. Il faut les connaître. Et si ces enfants sont ballottés, on ne les connaît pas. Voilà la différence. Donc, il y a un hiatus. Il y a un hiatus. Et c'est pourquoi l'association que j'étais allé voir hier, le maillon, au sujet du lien familial, comment s'occuper des enfants, comment les prendre en charge, etc., était important. Donc, quand on connaît ces enfants-là, on fait ce qu'on appelle une information préoccupante. Et après l'information préoccupante, le dispositif se met en place. On place les enfants dans des familles d'accueil, etc. Et ces familles-là essayent de les éduquer, de leur donner une formation, une éducation, de les réinsérer. Voilà, parce qu'un enfant, on le dresse au sens de Alain. Dresser, c'est pas que pour les animaux. Dresser, c'est rendre droit, hein, lui donner le sens de la vie, lui faire comprendre effectivement ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on peut le dire. Quiconque vous dit non se moque de vous. Un enfant, on l'éduque. Un enfant, ce n'est pas seulement l'alimenter, lui donner 1 litre de Coca-Cola ou de je ne sais quoi, de boisson comme on fait, ou des chips. Non, c'est pas ça l'éducation, hein. Il y a élever un enfant et éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est lui donner des valeurs, des instructions, des codes de comportement, du savoir-être, du savoir-faire. Ce n'est pas seulement nourrir. Et beaucoup de gens pensent qu'il suffit seulement de nourrir un enfant pour l'éduquer. Non, on le dresse, on lui donne des codes, ce qui est interdit et ce qui est permis. Voilà, c'est ça l'éducation. Hein? On encadre un enfant, hein? Mais écarter les jambes et faire beaucoup d'enfants comme ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On peut prendre plaisir sans faire d'enfants. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que ne faites pas d'enfants. C'est pas mon problème. Hein? C'est pas mon problème. Mais quand vous êtes dans certaines difficultés et que vous comprenez la difficulté, c'est à vous de vous limiter.
Évidemment, cette femme ne comprend pas. Je vous ai bien dit, écoutez-moi bien quand je parle. Cette femme est à 90% malade, incapable de logique, incapable de comprendre. Elle a une fragilité mentale. Donc c'est différent. C'est la société qui doit venir en aide à cette femme-là. Je vous parle de cette femme en difficulté. Les autres femmes qui sont saines et bien portantes, qui font beaucoup d'enfants, c'est leur affaire. La société ne pourra pas ne pourra pas et ne doit pas être obligée de leur venir en aide comme on le pense quelquefois. Non, c'est un droit. Mais non, c'est toi qui as fait les enfants. Mais c'est toi qui as fait les enfants. Même en Afrique maintenant, il y a la limitation des naissances. Les parents sont conscients de nier. Ce n'est plus pareil. C'est difficile. Hein? En France, on voit même des mamans qui se mettent à travailler, parce qu'avec la tradition, la religion, oui, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, etc. Mais quand la femme se rend compte qu'à la maison, c'est dur, l'homme se lève à 5 h du matin, il rentre à 21 h ou à 22 h, c'est pas facile. La femme se ceint la ceinture et va chercher du travail pour aider son mari, etc., etc. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle, cette femme est malade, santé mentale et monoparentalité et éducation des enfants. Ce sont deux choses qui sont incompatibles et difficiles, et donc c'est la société qui doit effectivement les prendre en charge. Les enfants ont besoin de jouer. Mais quand vous êtes précaire, je vous dis, cette famille est ballottée d'un hôtel à l'autre. Les enfants n'ont même pas d'objet pour jouer. Mais c'est difficile comme situation. Hier, j'ai souffert parce que je suis quelqu'un de très sensible et quand je vois des situations et que je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'une famille de 5, une maman et 4 enfants? Ce n'est pas à moi, c'est aux institutions. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est d'en parler pour qu'on en ait conscience et éveiller les consciences et dire stop. Si vous pouvez arrêter effectivement ces immigrations, ces situations de difficulté. Si vous êtes malade, consultez. Si vous avez des soucis, parlez. Mais encore une fois, cette dame, elle est malade. Elle ne sait même pas à qui s'adresser. Il n'y a que le 115, un téléphone. Et ce n'est pas tous les jours que ça marche. Donc on dort dans la rue. Et la rue, en France, est dangereuse en Occident. Vous avez les pervers, vous avez les rats, vous avez les souris, etc., etc. Je vous assure, si vous allez à l'hôtel de ville, arrêtez-vous 2 secondes, vous allez voir des rats, etc. Les associations viennent pour donner à manger, pour donner de l'eau, pour donner des choses. Mais ce n'est pas une vie. Quand il pleut surtout, c'est là que je pense à eux. Vous voyez les affaires qui sont étalées. Les touristes passent et regardent ça. Quand je le disais à mon ami psychologue, il m'a dit, mais pape, c'est pas possible ça. À l'hôtel de ville, j'ai dit, mais c'est pas possible. Tu n'écoutes pas, tu ne vois pas ce qui se passe. Moi, je bouge beaucoup en France et à Paris. Je vois tout ça. Une concentration de mamans, seules, avec des enfants, des matelas, les bagages exposés. Et les enfants qui se baladent, qui courent par-ci, par-là, torse nu, etc., entre les touristes, donc ils font des va-et-vient, etc. Et je vous ai dit, hein, là, les pervers, quand ils sont dans le coin, ils sont contents. Hein, voilà, hein, que Dieu nous en garde, que Dieu nous en garde. Donc il faut être vigilant et il est temps, effectivement, que la santé mentale soit véritablement prise en compte et qu'on ne condamne pas ces gens-là qui sont malades, mais au moins qu'on les encadre, qu'on les prenne en charge pour les réorienter, les équilibrer et puis leur donner une chance de vivre. C'est extrêmement important. Il faut le signaler, il faut prévenir les institutions quand vous pouvez. Et quelqu'un va me dire, mais de quel droit? C'est pas ton droit, mais mon œil. Tu vois quelqu'un qui souffre, tu peux le dire aux institutions qui peuvent venir en aide. Il faut arrêter de dire de quel droit, etc. C'est quoi ces manières-là? Tu vois ton voisin souffrir et tu te tais. Si tu ne peux pas faire, mais tu peux dire, attention, moi j'ai mon voisin, il a des difficultés, est-ce que vous savez à qui il faut s'adresser, etc. Mais c'est comme ça qu'il faut faire pour s'entraider. S'entraider, c'est ça. Si tu ne peux pas le faire, tu peux passer la main à quelqu'un ou informer quelqu'un. Et peut-être que cette personne peut le faire. C'est ça, aider. Aider, ce n'est pas toi forcément, mais c'est passer la main, informer. Et ça, c'est aussi aider. Alors, il faut arrêter de nous dire de quel droit, etc., etc. Là. Donc, le sujet, c'est les familles monoparentales qui sont ballottées dans les hôtels 115 ne réussissent pas toujours à avoir un lit pour une nuit, se calmer, dormir. Et donc, c'est la rue. Et la rue,
ben, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est n'importe quoi, etc. On ne peut pas encadrer une des enfants dans cette situation-là. On ne peut pas installer des enfants dans cette situation-là. C'est pas possible du tout. Et surtout quand l'adulte est malade, l'adulte a une santé fragile, l'adulte a une santé mentale délétère. Donc vraiment, voici pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo-là, qui est un fait divers que j'ai vu hier avec mes amis, et je vous le partage. Et véritablement, c'est vraiment une sensibilisation, tout simplement. Et c'est ma façon, effectivement, de contribuer à la gestion de l'humain. Pape Bakary Sissoko, partagez mes vidéos, discutez, parce que je n'ai pas la vérité absolue. C'est juste une proposition de réflexion. Merci.